La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. C'est l'heure de rejoindre Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec, animateur du balado Les idées mènent le monde à Cube Radio. Salut Mathieu. Bonjour. On se déplace en France aujourd'hui. Évidemment, tu surveilles de près ce qui se passe chez nos cousins français et tu reviens sur une controverse autour de la suprématie blanche en France. Ah ben oui, mais la suprématie blanche, aujourd'hui, il faut la voir absolument partout. Hein. Apparemment, il faut la dépister dans le guide de nutrition, il faut la dépister dans notre manière de faire du vélo, probablement, et il faut la dépister, apparemment, la remarquer, la repérer dans la cuisine française. Alors, c'est une controverse qui circule, qui frappe en ce moment Paris. Donc, une chercheuse, Mathilde Cohen, qui est chercheuse au CNRS, une universitaire avec des titres reconnus, qui publie dans les revues les plus cotées, les plus citées, a fait un exposé dans le cadre à Sciences Po qui est une des grandes écoles françaises, où elle a expliqué que la gastronomie française, en fait, est une méthode consciente et inconsciente tout à la fois pour construire et renforcer la suprématie blanche en France. Parce qu'on préfère le pain au riz, parce qu'on préfère la tête de veau à trouver un autre plat qui serait pas français. Autrement dit, la gastronomie française ne serait pas la marque distinctive de ce pays, ne serait pas un trait culturel. Puis en plus, c'est varié, la gastronomie française. On mange pas de la même manière au nord qu'au sud du pays. On mange pas de la même manière en Corse qu'on mange en Normandie. Eh bien, à travers tout cela, en fait, il y aurait encore une fois la suprématie blanche et le racisme systémique qui se dévoileraient. Alors, ce qui est fascinant à travers ça, c'est que c'est véritablement, c'est l'obsession de l'époque, mais qui vire à la névrose. C'est le travers de notre époque qui vire à la folie. C'est qu'on a décidé, enfin, les milieux intellectuels universitaires reconnus, consacrés, font d'un prétendu antiracisme le prisme de lecture pour penser les rapports sociaux. Et là, toutes les institutions sociales seront pensées à la lumière de l'antiracisme. Donc, on va nous expliquer, par exemple, que la laïcité, c'est raciste, qu'une langue commune, c'est raciste. On est habitué à ça au Québec, mais on ne pensait probablement pas qu'on nous expliquerait un jour que l'andouillette, et puis la côte de bœuf, et puis le gratin dauphinois sont racistes. Or, manifestement, dans cette espèce de spirale, de cette inflation de la folie qui fait qu'on veut trouver du racisme partout, parce qu'en dernière instance, la structure même de notre société serait raciste. Donc, tout serait raciste. Et bien, même la gastronomie française qui fait l'envie de la planète, en fait, ne serait qu'une méthode parmi d'autres de la suprématie blanche. Oui, parce que il reste moi, je reviens souvent à ce point-là, que défendre sa culture, c'est défendre les cultures, parce que l'importance d'avoir des cultures différentes, donc ça veut dire aussi que on les protège, parce que dans ce cas-là, le monde peut-être idéal pour ces personnes-là, ce serait par exemple une école avec chacun sa cuisine, avec son style de nourriture, et là, chez les Occidentaux auraient leur table régulière, les Japonais auraient leur table à la japonaise, on aurait chacun sa façon de manger dans son petit carcan, puis pour que tout le monde soit content. Tu as absolument raison, mais à 1000%. C'est-à-dire, quand on parle de diversité culturelle dans le vrai sens du terme aujourd'hui, ben vraiment défendre la diversité culturelle, c'est permettre à chaque peuple de défendre sa culture, de l'incarner, de la faire évoluer, de la travailler, pour que quand on va, par exemple, en France, ce soit pas la même chose que quand on va en Hongrie, qui est pas la même chose que quand on va en Espagne, qui est pas la même chose que quand on va dans le sud des États-Unis, ou quand on va sur la côte ouest, ou qu'on va en Nouvelle-Angleterre. Or, aujourd'hui, on a cette espèce d'idée que
c'est le fantasme du Starbucks universel, finalement. C'est la cantine d'aéroport universalisée. C'est-à-dire, partout, on devrait, à peu près, les métropoles devraient toutes se ressembler. Partout, il devrait avoir à peu près l'espèce de même culture commune, un peu molle, un peu décomposée. Puis, à travers cela, oui, une forme de sacralisation de l'individualisme, parce que chacun, apparemment, dans une norme qui n'est pas la pure traduction de ses désirs et de ses habitudes, devrait voir une discrimination, devrait voir une norme étouffante et écrasante, devrait voir la suprématie blanche. Donc, c'est une authentique folie, mais j'en parlerai pas si ce n'était qu'une anecdote. Mais ce n'est plus une anecdote, ça, c'est le propos mainstream qu'on retrouve dans les universités. Ce propos-là, c'est celui-là qui fait la norme. Si on veut écrire dans les meilleures revues, les plus cotées, les plus dotées, qui assurent les meilleures carrières, il faut participer à ce délire. Donc moi, je considère qu'il faut aujourd'hui faire une critique de l'université, non pas au nom de l'anti-intellectualisme, mais au nom justement de la rigueur intellectuelle. Je trouve qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'université dans les sciences sociales, dans le droit, ça fait penser à ce qu'il y avait de pire dans le cléricalisme dans les années 50 au Québec, c'est-à-dire un pouvoir à prétention religieuse qui veut nous dire les conditions de la pensée, du bien et du mal, mais qui dans les faits est rendu complètement stérile. Ce n'est pas l'anti-intellectualisme qui doit nous conduire à critiquer l'université, c'est justement parce qu'on croit aux idées, on croit au travail, on croit à la rigueur, on croit en la science qu'on doit traiter ces gens de farceurs. Penses-tu qu'on a en France la situation qu'on a eue dans les dernières années aux États-Unis, c'est-à-dire la création souvent en réponse à ça, à cet extrême-là, une réponse tout aussi extrême à l'inverse, jusqu'en France il y en a là, des mouvements beaucoup plus extrêmes depuis longtemps que c'est pas nouveau. Est-ce que tu vois un momentum pour eux d'aller miser là-dessus sur le fait qu'il y a des idées présentement qui sont qui dépassent les bornes? Non, mais je poserais les choses un peu autrement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est la tendance trop souvent dans une partie de l'université aussi, mais dans les médias, à nommer extrême la réaction du simple bon sens. Je vais te donner un exemple. Aux États-Unis, en ce moment, il y a une réaction très vive contre la critical race theory, la théorie critique de la race. C'est une espèce, là, on se fait des peurs dans la presse francophone en disant « Oh là là, c'est un Tea Party x10, c'est la base raciste du Parti républicain, c'est la base blanche. » Non, un instant. J'ai pas de sympathie particulière pour le Parti républicain aux États-Unis, mais la question n'est pas là. C'est qu'on voit dans les écoles une forme d'endoctrinement idéologique, non pas parce qu'il faudrait pas parler de l'esclavage, évidemment qu'il faut en parler, non pas parce qu'il faut pas parler de racisme, évidemment qu'il faut en parler, mais il y a une grille de lecture très idéologique qui en vient à commander la pédagogie. Puis là, à travers ça, c'est comme si la nature même des États-Unis puis de l'Occident serait fondamentalement raciste, et puis le blanc serait nécessairement raciste, et le raciste serait nécessairement blanc. C'est une logique hyper racialisante des rapports sociaux. Donc, il y a une réaction par rapport à ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On trouve certains médias qui vont nous dire « Ah, c'est un mouvement extrême qui surréagit à cette mouvance. » Puis là, on laisse croire qu'il s'oppose à l'antiracisme. Mais non, il s'oppose pas à l'antiracisme. Il s'oppose à certains délires idéologiques qui portent l'étendard de l'antiracisme, mais qui n'en relèvent pas. De la même manière, en France, oui, il y a des mouvements extrêmes, il n'y a pas de doute, mais on a tendance trop souvent à assimiler à l'extrême droite la simple réaction de celui qui dit « j'aimerais quand même pas devenir étranger à mon propre pays, je veux pas voir du racisme partout, surtout là où il y en a pas, je n'ai pas envie de restreindre la liberté d'expression, je n'ai pas envie que la culture française devienne une sous-division de la culture américaine, non plus que la culture française devienne étrangère chez elle. » Bon, ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assimile ça trop souvent au racisme, je trouve ça dangereux, mais cela dit, inévitablement, de telles folies, ça provoque une réaction d'exaspération. Mais moi, devant ça, je t'avouerais que la plus belle réponse, c'est un écrivain qui est moins connu aujourd'hui, mais qui était magnifique en son temps, c'était Philippe Meuret. C'est un écrivain français, M-U-R-A-Y, et il savait tourner en ridicule tout le délire de l'époque. C'est un génie véritablement de la moquerie, et il a tout vu 20 ans avant tout le monde. Alors moi, quand je vois des espèces de Mathilde Cohen nous expliquer que la côte de porc ou que le saucisson, c'est fondamentalement la suprématie blanche, j'ai envie de relire des pages de Philippe Meuret en me disant il avait tout vu, il avait deviné notre folie. Je veux te parler aussi, Mathieu, de t'as écrit un texte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, en fin de semaine, l'éloge des exaltés, qui fait référence à ce qu'on vit présentement avec les séries, le Canadien. On célèbre nos glorieux ces jours-ci, et évidemment le hockey, pour se rendre en finale de la Coupe Stanley, ça prend de l'effort, et on célèbre cet effort-là, on célèbre le fait de se dépasser, et surtout ça y va de façon assez intense là au hockey. On passe pas par 4 chemins, et tu vois une différence entre ça et la société actuelle, de ce qu'on accepte en termes de culte de l'effort, et de se dépasser.
Ouais, ben je trouve que c'est une forme de contraste. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, ce qu'on voit là, c'est des gens qui ils se donnent. C'est un effort immense. C'est des personnalités fortes qui vont au front, qui sont dans la perpétuelle tension. C'est quand même quelque chose de réussir à se rendre là, qui se sont dépassés en toutes circonstances. C'est pas des personnalités interchangeables. Or, je trouve qu'on a quand les valeurs qui sont aujourd'hui mises de l'avant dans nos sociétés, puis peut-être au Québec encore un peu plus, parce qu'on a on a la triple égalitaire très forte ici. On a toujours l'impression que dès que ça dépasse, on commence à trouver ça inquiétant. Dès que c'est un peu emporté, exalté, on va y voir de la folie. Dès qu'un homme manifeste une autorité, on va y dire « Ah ah ah, c'est la masculinité toxique ». Dès qu'une femme a une position d'autorité, puis elle l'assume vraiment, on va dire « Ah ah, elle est hystérique ». On a devant celui qui est passionné par la connaissance, eh bien, on va voir tout de suite un snob, quelqu'un qui regarde de haut ses contemporains. Celui qui veut maîtriser la langue sera vu encore une fois comme un snob, comme quelqu'un qui regarde avec condescendance ses proches. Celui qui se dépasse. Le sport, encore une fois, il y a une permission spéciale. Mais sinon, globalement, on a, je trouve, une forme de culte du conformisme aujourd'hui, dans une époque qui officiellement se veut très tolérante. Mais je trouve que, quant à moi, les personnalités d'exception, les personnalités qui transgressent, intelligemment, on s'entend, on fait pas l'éloge des bandits et des voyous, mais qui transgressent des règles quelquefois étouffantes, qui sont capables de voir des possibilités nouvelles là où on était encarcané dans un système qui limite toujours les possibles, je trouve que ces espèces de figures d'exception, c'est ce qui est plus valorisé aujourd'hui au nom d'une forme de conformisme un peu étouffant. Or, je regarde les séries comme tout le monde, puis je me dis franchement, ces gars-là, ils ont brisé le moule. Ensuite, ils travaillent en équipe pour une cause qui les dépasse. Ça, c'est encore plus beau. Mais moi, j'ai tendance à admirer les personnalités d'exception, les personnalités fortes, qui ne se contentent pas de jouer selon le scénario déjà écrit, mais qui, quelquefois, mortes dans l'existence, sont capables de la transformer, de la transfigurer, de la bouleverser. Ça, je te confesserai que j'ai pour ces personnalités d'exception une vraie tendresse. Est-ce que tu vas écouter le match ce soir? Ah ben c'est certain. J'ai commencé à écouter le match parce que, petite confession, on était à la joute, la saison se terminait. Oui. On avait toujours un dernier bloc où on parlait des Canadiens. Puis moi, je suis pas très familier du hockey. Donc là, je l'écoutais un peu par obligation. Je me disais, bon, parce qu'il faut quand même que je cherche un peu ce qu'on... Et là, au fil, je me suis laissé avoir... Prendre au jeu. Est entré. Donc là, je regarde ça, puis là, je hurle dans ma télévision, ah ouais, lâche pas, ah ouais, et là, j'ai l'air de partisan parmi d'autres. Donc je suis en ce moment dans l'enthousiasme collectif. Mais c'est bien d'embarquer à la fin parce que tu t'es passé des décennies de vaches maigres là, pour embarquer juste quand c'est le fun. On a que la cerise sur le Sunday. Ben, mes souvenirs de hockey, moi, c'était genre Rick Green, Mike Lawler, Bobby Smith, Bob Gainey, toute cette époque-là. Puis ensuite, j'avais un peu c'était quand j'étais enfant, Brian Skrudlin, Brian Hayward. Et puis là, je redécouvre ça aujourd'hui. Puis c'est quand même pas si mal. À tout le moins, les séries, c'est agréable. Oui, on en profite au maximum. Merci, Mathieu. On se reparle demain en l'espérant après. Je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles. Ton vaccin Lac des Îles? Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille. Pas bête, ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis. Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin COVID. Un message du gouvernement du Québec. Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Et on passe des Canadiens au Canada parce qu'il y a un dossier chaud au pays présentement, mais évidemment relié à l'histoire horrible des pensionnats autochtones. Est-ce qu'on devrait ou non annuler carrément la fête du Canada prévue dans à peine 48 heures? On en parle, ben oui, avec un de ceux qui, à mon avis, pas ses drapeaux du Canada déjà d'acheter pour la fête du Canada. Mathieu Bock-Côté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, moi, je suis à dire, je veux pas me vanter, je veux pas être avant-gardiste, mais ça fait 40 ans que j'essaie de pas le Canada. Hein. C'est-à-dire, on m'a jamais
pris un 1er juillet à célébrer le Canada et ça arrivera pas après-demain. Non, c'est ça. Je suis pas très surpris, mais j'ai été très intéressé à avoir ton avis là-dessus parce que on parle souvent au Québec là, qu'on est accusé de plein de choses. Puis effectivement, l'histoire de toutes les nations est pas 100% pure et parfaite. Et là, on découvre au Canada une partie très très sombre de notre histoire. Est-ce que ça devrait aller jusqu'à parce qu'on se dise il y a rien à fêter cette année, on devra aller chez nous puis réfléchir plutôt que fêter en raison de ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones? Non, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire, je pense que tout pays porte sa part d'ombre. On s'entend, les pays, l'expérience humaine, le propre d'un pays, d'une nation, c'est qu'il y a des moments de grandeur et il y a des zones d'ombre. Il y a des pages inacceptables et il y a des pages lumineuses. Bon, dans le cas du Canada, la question des pensionnats autochtones et plus largement le traitement par l'État fédéral des populations autochtones est une tâche dans l'histoire du pays. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. L'histoire des pensionnats autochtones, je pense que c'est une tâche supplémentaire et on le voit aujourd'hui avec ce qui remonte à la surface dans tous les sens du terme, si je peux me permettre cette image. Le Canada a de sérieuses questions à se poser sur ça. Je dirais non seulement son passé, mais son présent par rapport aux Autochtones. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier, en plusieurs endroits, il n'y a pas accès à l'eau potable, toute une série de choses comme ça qui relèvent du présent bien actuel. Mais est-ce qu'un pays doit abolir sa fête nationale à cause de ses failles structurelles ou circonstancielles? Bien sûr que non. J'y vois là-dedans une manifestation de cette espèce de cancel culture dont on parle beaucoup. Le Canada, c'est devenu depuis quelques années un peu méchamment, je dis le woke Canada, ou on peut l'appeler le wokistan. C'est-à-dire c'est un pays qui se distingue par une adhésion fanatique au wokisme, et bien là, le croisement entre une honorable honte, une compréhensible honte, c'est-à-dire ils ont raison d'avoir honte de ce qui s'est passé là-dessus, mais de l'autre côté, la volonté d'abolir le pays, à tout le moins de l'abolir symboliquement, ça, c'est deux choses tout à fait différentes, et de ce point de vue, je me désole pour les Canadiens de cette volonté d'abolir leur fête. Parce que, est-ce que aussi, j'imagine là, la situation, je voyais des sondages où plus de 80% des Canadiens étaient contre cette idée-là d'annuler la fête du Canada, mais j'imagine le scénario où Justin Trudeau dit « Ah oui, vraiment, c'est trop horrible. On annule la fête du Canada. Puis là, on va voir plein de gens dire, ah ben là, ça n'a pas de bon sens. Puis certains vont déraper en insultant des gens des Premières Nations. Et là, on est parti dans une confrontation qui est dans ma tête totalement inutile, dans la mesure où on peut souligner, parce que la fête du Canada, là, c'est la fête du pays dans toute son histoire. Et c'est peut-être même l'occasion rêvée pour pouvoir instruire un peu sur ce qui s'est passé, ce qu'on vient de découvrir, et d'en faire un segment touchant, émotif, ou des Canadiens qui ont peut-être même pas lu ces nouvelles-là dans les dernières semaines seront touchés par une minute de silence avec une démonstration artistique très touchante, puissante de ce drame qu'ont vécu les Autochtones? Ouais, il y a eu un excellent papier qui est paru il y a quelques jours dans le Journal de Montréal d'Emmanuel Latraverse, notre collègue, qui a posé la question, est-ce qu'on doit annuler les fêtes du Canada à cause de ça? Puis elle revient justement en disant, ça doit être une fête du Canada qui va être teintée cette année sous le signe d'une indéniable tristesse qui doit nous pousser devrais-je dire, à la réflexion, qui doit pousser le pays d'à côté à se demander justement quel écho est dans le présent par rapport ces politiques par rapport aux Autochtones. Donc tout ça, mais ça ne doit pas amener le pays à vouloir s'abolir en quelque sorte, parce que c'est ce qu'on dit quand on dit qu'on doit en finir avec la fête nationale. De la même manière, est-ce que l'Afrique du Sud devrait un jour dire, à cause de l'apartheid, on doit abolir la fête nationale de l'Afrique du Sud? Est-ce que les États-Unis doivent abolir le 4 juillet à cause de l'esclavage? Je souligne que certains l'ont proposé, notamment Colin Kaepernick. C'est ça son nom. Est-ce que la France, à cause de la collaboration, certains diraient de ce que ou de série d'autres images qu'on peut avoir en tête, doit abolir le 14 juillet? Bon, alors il y a manifestement, à travers tout cela, une idée d'instrumentaliser une honte tout à fait compréhensible pour mener un procès qui est d'une autre logique. C'est cette idée que le pays en lui-même ne devrait pas exister finalement. Alors ça, je pense que c'est à ce moment-là, il y a une espèce d'effet de bascule, et je pense que les Canadiens ont tout à fait raison de se demander. Aujourd'hui, on voit pleinement l'ampleur du désastre par rapport à la question autochtone. On s'est remonté à la surface depuis les années 90, cette question-là a repris une place. Mais est-ce que pour autant, les Canadiens doivent se dire que la seule fierté qui leur reste, c'est de n'en avoir plus aucune? C'est de se dire, tout ce qui nous reste comme honneur, c'est de considérer que nous sommes complètement déshonorés? Bien sûr que non. Donc je pense que là-dessus, le Canada, en ce moment, je pense qu'il y a une forme de zèle woke dans la volonté d'abolir la fête du Canada.
je regarde ça par ailleurs d'un point de vue québécois et je trouve que ce pays, c'est le drame du Canada, c'est-à-dire c'est un pays qui depuis les années 50 a multiplié les identités d'emprunt. C'est-à-dire l'identité fondamentale du Canada, qu'est-ce que c'est? C'est le vieux fonds britannique. À partir du moment où ils l'ont largué, ils sont cherchés des identités de rechange. Ils ont testé vers les deux peuples fondateurs, ils n'en ont pas voulu. Ils ont décidé d'aller vers le Canada, nation exemplaire pour le monde entier, le meilleur pays du monde. Ça a ses limites. Là, il s'est converti comme utopie de la diversité. D'accord? Et là, aujourd'hui, donc, faut dire Justin Trudeau, c'est le point culminant de ça. Il nous dit que le Canada est un pays qui n'a pas d'identité autre que sa quête de la diversité. Et là, il bute sur la question des Autochtones. Et là, ça nous ramène un livre de John Saul qu'on avait un peu oublié. John Saul avait dit, le Canada doit dire que ses vrais peuples fondateurs, c'est plus les Français ou les Anglais, c'est les Autochtones. Très bien. Et au même moment où on dit ça, on constate le sort qui leur aura été réservé. Donc, on constate que le Canada est un pays qui, depuis qu'il a renié ses origines britanniques, ne cesse de se demander qui il sera. Et aujourd'hui, il semble vouloir se définir dans un culte exclusif de la pénitence, de la culpabilité. Je ne suis pas un Canadien, non plus qu'un fier Canadien, non plus qu'un demi-Canadien, mais je me dis que ce pays, par ailleurs, à l'échelle du monde, pour reprendre la formule de René Lévesque, c'est pas le goulag. Ce pays a ses mérites. Ce pays n'est pas sans mérite. Ce pays n'est pas le nôtre, mais ce pays n'est pas sans mérite. Et de ce point de vue, je pense que cette idée de l'abolir, pour commencer, on voulait être hyper vertueux, sur-vertueux, maxi-vertueux, méga-vertueux, dans les faits, on témoigne tout simplement dessus d'une forme de conformisme idéologique et moral. Je pense que le Canada a des choses essentielles à se dire sur lui-même, sur son rapport aux Autochtones, que la question des pensionnats autochtones qui remontent à la surface doit avoir des conséquences politiques sur la manière dont le Canada traite les Autochtones, mais allié à cette idée qu'il faut l'abolir symboliquement, c'est basculer dans un monde parallèle. Effectivement, ça semble pas se diriger du tout vers une annulation. Du moins, on voyait les sondages, c'était assez clair où les Canadiens ne voulaient pas ça. À 48 heures d'avis aussi, je pense qu'on pourrait être surpris. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup. À demain. Bonne journée, bye bye. Salut. Pendant sa promo déménagement, Vidéotron vous offre 360 $ de rabais sur l'iPhone 12 avec l'option paiement simplifié. Même pas besoin d'un bail signé pour en profiter. Pour un temps limité, mais pas seulement le 1er juillet, obtenez le iPhone 12 à seulement 32 $ par mois. Les conditions non, pas encore, mais ça va pas tarder. Et tu l'as pris pourquoi? J'ai pris le vaccin danse. Le vaccin danse? Trop bonne idée. Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus. Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin COVID. Un message du gouvernement du Québec. L'an dernier, les cuisines solidaires ont distribué plus de 2 millions de repas partout au Québec. Mais aujourd'hui, 1 personne sur 7 dans votre collectivité souffre toujours d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la Tablée des chefs et moi, Stéphano Faita, on va mettre les bouchées doubles pour aider les cuisines solidaires à servir encore plus de repas. Et on a besoin de vous. Pour chaque dollar donné, un repas cuisiné par un chef sera servi à une personne qui a faim. Soutenez les cuisines solidaires sur tabledeschefs.org. Merci à notre partenaire Québécois. Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Et on rejoint tout de suite Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. C'est demain la fête du Canada. Et ton texte ce matin, que c'est bon, le titre est La vérité à propos du Haut-Canada, m'a rappelé un souvenir, Mathieu, parce que je me suis rappelé que quand j'étais jeune, là, l'hymne national du Canada, je le connaissais en français. Là, et lorsque je sais pas dans quelle occasion je chantais ça, là, si c'est à l'école ou dans des événements sportifs, mais je me rendais jusqu'au bout en français. Là, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Et maintenant, je me demande de le chanter, ben je vais passer au God Keeper Land, Glorious and Free, à peu près comme lorsqu'il y a un chanteur qui baragouine le français, on dirait qu'il arrive au God Keeper Land là, avec une telle délivrance là, de pouvoir arriver au bout en anglais, mais maintenant on l'a appris en version bilingue, donc j'ai comme perdu ça sans m'en rendre compte. Et effectivement, le Haut-Canada, parce que là on mélange les deux textes anglais-français, même si c'est deux textes qui ne veulent pas dire la même chose, mais pas du tout. Ouais, il y a plusieurs choses là-dedans. Pour le petit souvenir, ça veut dire, je peux me permettre, moi, quand j'étais petit, quand on allait au forum avec mon père, on se levait pas pendant le Haut-Canada. Puis on n'était pas les seuls, c'était manifestement une autre époque. C'était le souverainisme militant pesait encore dans notre vie, donc on était assis, puis là, je me rappelle qu'aux expos, ils jouaient le Haut-Canada beaucoup plus tôt dans la journée, la Saint-Jean, parce que sinon, ils redoutaient qu'il soit hué par la foule. Autre souvenir, autre temps, autre mœurs. Bon. Mais oui, non, c'est que c'était, moi, ça me fascine, en fait, c'est qu'en ce moment, donc, à l'extérieur du Canada, du Québec même, on entend le Haut-Canada seulement en anglais.
Quand on est au Québec, on l'entend pas seulement en français, on l'entend en bilingue, mais ce qui me fascine, c'est qu'on a perdu l'origine de cet hymne qui fut d'abord l'hymne national des Canadiens français. C'est-à-dire que c'est un hymne qui a été composé, alors Basile Routier, les paroles, Calixa Lavallée, la musique. C'était d'abord un hymne qui chantait la grandeur appelons ça de l'aventure française en Amérique, l'aventure des Canadiens au sens ancien de ce mot, c'est-à-dire quand nous, on était les Canadiens, puis devant nous, il y avait les Anglais. Donc, ensuite, on est devenus Canadiens français dans la deuxième moitié du 19e siècle, puis des Québécois à partir de 1960. Mais le mot Canadien, même quand on parle des Canadiens de Montréal aujourd'hui, ça ne veut pas dire les Canadiens, genre les disciples de Pierre-Éliott Trudeau. Les Canadiens de Montréal, ça réfère au noyau le plus ancien de notre identité. Alors, tout ça pour dire que là, au Canada, c'est à l'origine un chant patriotique canadien-français. J'évoquais les parents plus tôt. Ma mère, quand elle était jeune, puis il croisait dans son Outaouais natal des anglophones arrivaient quelquefois des moments de tension, mais il chantait le Haut-Canada pour les provoquer. Donc, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, les paroles du Haut-Canada racontent cette histoire. Le Haut-Canada en anglais a connu plusieurs versions, comme si finalement le Canada anglais a adoré la musique, mais n'a jamais su quoi faire des paroles. Et quand on regarde les paroles des deux hymnes, c'est juste pas du tout le même hymne. Ça raconte pas la même histoire, ce qui est pas surprenant quand on sait qu'il y a deux peuples en ce pays, mais c'est fascinant de voir comment l'hymne en anglais raconte pas les mêmes hymnes qu'en français, et on a quelquefois l'impression, on se dit, ça doit être la même chose, c'est vraiment une traduction. C'est pas une traduction, c'est autre chose. Et il y a, me semble-t-il, quand nous-mêmes au Québec, on se prête au Canada en bilingue, j'ai l'impression qu'on consent notre propre mutilation culturelle, alors qu'à l'extérieur, c'est simplement notre oblitération. Parce que si c'était une simple traduction, à la limite d'en faire une version bilingue, pays bilingue, ça ferait du sens, mais le texte fait plus vraiment de sens dans la mesure où on passe de l'anglais au français parce que c'est deux textes différents. Oui, exactement. Donc, c'est deux textes différents qui réfèrent à deux histoires différentes. Et là, il faut voir comment le Haut-Canada s'est composé en anglais. Alors, il y a eu un premier appel de texte, il y a eu différentes versions. Une version finale a été établie. J'ai pas la date exacte en tête au moment où je vais te la dire, mais donc ça arrive un peu plus tardivement, adopté officiellement dans les années 80. Donc, en 80, je crois. Donc, on est devant un hymne qui, lorsqu'il est chanté, réfère, c'est ça qui est passionnant, c'est que ça réfère à une histoire, c'est approprié par une autre histoire, puis ça nous raconte à quel point le Canada officiel, l'État fédéral, pour se construire, a toujours siphonné l'identité québécoise. D'abord, le mot Canada. Le mot Canada, à l'origine, c'est nous, les Canadiens, pour le dire ainsi. Le mot Canada, c'est pour ce qu'on appellerait aujourd'hui les Québécois, puis les autres devant nous, c'est les Anglais. Ensuite, le Canada, donc, s'approprier notre nom. Il va s'approprier la feuille d'érable, c'est pas un détail. Il va s'approprier l'hymne national. Il cherche aujourd'hui à s'approprier, ça c'est plus drôle, la poutine. Bon, donc il cherche à s'approprier même la langue française après l'avoir combattue. Là, il cherche aujourd'hui, comme disait Stéphane Dion, à faire de la loi 101 une grande loi canadienne une fois qu'on l'a émasculée et décérébrée et décomposée. Donc c'est comme si le Canada, pour se construire, depuis qu'elle avait largué sa vieille identité britannique dans les années 50, se construisait toujours une identité d'emprunt. Et là, au Canada, fait partie de cela. Une fois que c'est dit, moi je suis pas sur le mode je dénonce l'appropriation culturelle. Je pense qu'il est normal qu'à travers l'histoire, il y ait des emprunts féconds et ainsi de suite, mais nommons les choses telles qu'elles sont. C'est du pillage identitaire, et quand les Québécois s'y prêtent sans savoir ce qui arrive, eh bien c'est comme s'ils étaient dépossédés jusqu'à leur propre histoire et leur propre symbole. Mais est-ce que, d'un point de vue plus global, l'hymne national dans le monde du sport, est-ce que c'est une tradition? Puis là, imagine-toi dans un Québec souverain, les Nordiques au Québec, est-ce qu'on devrait faire jouer l'hymne national québécois? Là? Donc, je cherchais ton côté nationaliste, comme parce qu'aux États-Unis, Sidney Crosby, un joueur que le Canada tatoué sur le cœur, lui écoute l'hymne national américain avant chaque match. Et s'il joue contre le Canadien, ben lui, son hymne, c'est pas celui-là de son équipe. Là. Donc, est-ce que ça a encore sa place ou cette espèce de chauvinisme, on devrait l'enlever? Ah non, mais je pense que c'est le sport, et on le voit en Europe en ce moment, est un des derniers lieux où le patriotisme est presque légitime. Hein. C'est-à-dire que c'est un des derniers lieux où il est permis d'être fier de son pays, heureux de son pays. Les Canadiens sont traités ici comme une équipe nationale. Je pense pas qu'on peut dire que le Lightning de Tampa Bay est vu comme une fierté incroyable pour les gens de la Floride. Non, les Canadiens, il y a une connotation identitaire. Tu sais, il y a une dimension particulière là-dedans. Moi, j'ai pas de problème avec les hymnes nationaux, même j'aime beaucoup les hymnes nationaux. Puis j'oserais même dire, et là, pour l'indépendantiste que je suis, ça semblera étrange, mais j'aime beaucoup le Haut-Canada. C'est un très bel hymne qui parle de ce que nous étions, de toute une partie de notre histoire. Je m'attriste qu'on ne puisse plus le chanter parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus notre hymne. OK, on l'a compris. Mais le jour où le Québec sera indépendant, eh bien, le Québec aura besoin de son propre hymne. Ce que je redoute, je me rappelle, j'étais au secondaire, que je redoutais déjà. Moi, j'avais quand même une conscience des méfaits de la modernité qui s'en venait. Ouais. Et donc, ça, on avait fait quelques essais, non,
d'hymnes québécois, des suggestions, c'est rarement des grands succès. Ben, il y en a plusieurs, mais c'est toujours exagérément pompeux. C'est-à-dire, la musique patriotique pompeuse, c'est bien quand ça vient des siècles passés. Mais, parce que là, c'était naturel. Mais aujourd'hui, quand on cherche à faire du pompeux patriotique, soudainement, c'est simplement enflé, gonflé, obèse, baudruche, baleine. Ouais, mais on peut pas faire du hip-hop non plus, là. Ça serait bizarre. Non, ben voilà. Donc là, c'est pour ça que là-dessus, il y a des Alors, dans le petit milieu souverainiste, qui est de plus en plus petit, hélas, il y avait des propositions qui disaient, au fil des ans, certains disaient, je pense que c'est Lisée qui disait, le plus beau voyage de Claude Gauthier. C'est un très bel hymne. Les Québécois se sont appropriés quelquefois le Jean du pays. Mais c'est très beau, Jean du pays. C'est un chant. Je suis pas certain que ça soit exactement le chant patriotique avec la dimension presque, je dirais, glorieuse. C'est sûr qu'aller sur le champ de bataille, sur Jean du pays, ça te craigne pas beaucoup. Mais voilà, c'est-à-dire que eux, de l'autre côté, si on est devant les Français, ils vont nous dire qu'un sang impur abreuve nos sillons, puis nous, on va répondre les mots que l'on dit, les mots que l'on dit le jour. Ah, je perds les paroles au moment où je voulais dire. Les gens du pays, c'est notre tour de te laisser partout. Parler d'amour, c'est ça. C'est pas. Donc il y a quelque chose. C'est un très bel hymne, les gens du pays, mais il y a quelque chose là-dedans il manque la dimension hymne national. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait. Non, moi, je suis très attaché à ces excuse-moi, les paroles me reviennent. Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même au beau jardin du temps qui court. C'est magnifique, ça. Mais disons que sur un champ de bataille, il manque l'esprit d'épée, il manque l'armure, il manque la carapace, il manque la lance, il manque le javelot. Mais tout cela pour dire que, non, j'ai rien contre les hymnes nationaux dans ces rencontres-là, loin de là, mais le fait est que c'est le drame du Québec qui est toujours dépossédé d'une couche de son identité à chaque génération qui reste dans ce pays-là. Eh bien, on se retrouve avec un univers symbolique qui a été pillé. Et on le réinvente chaque fois, puis il est encore pillé chaque fois. Mais il n'en demeure pas moins que je pense qu'au moins, ne serait-ce que notre mémoire oublieuse, notre souci des faits, notre souci de la vérité devrait nous ramener à comprendre que quand on chante au Canada, qu'est-ce qui se chante? C'est quoi l'histoire de ce chant? Pourquoi ça nous parle? Comment on nous l'a chippé? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Puis à tout le moins, quand on le chante au Québec, on devrait le chanter en français. Donc, penses-tu que les Canadiens, tu le disais, les Canadiens, les origines, c'est les Canadiens français. Avant un match, on devrait chanter en français puis puis l'assumer. Mais si les Canadiens anglais comprennent pas les paroles, c'est pas plus grave que ça. Ah ben je suis convaincu de ça. Je veux dire, le Québec, est-ce que j'en sais le Québec est un pays français, c'est une société de langue française. Le français est notre langue commune, le français est notre langue de référence. Je pense que Montréal doit se refranciser. Je pense qu'un signe de refrancisation de Montréal, ce serait, oui, le retour à l'hymne national d'origine, qui est très beau, qui nous parle. Bon, alors, encore une fois, je pense pas que ça va arriver. Je veux dire, le club de hockey, les Canadiens de Montréal ont un rapport assez trouble, disons poliment, avec l'identité québécoise. Et c'est comme s'ils géraient mal ce pourquoi ils font pourtant fortune. C'est-à-dire, si cette équipe a autant de succès, c'est pas toujours à cause de ses performances sportives, c'est parce que les Québécois l'ont transformé en équipe nationale. Mais c'est comme si le Canadien de Montréal dédaignait quelquefois ce qui fait sa fortune, ce qui fait sa gloire, ce qui fait son argent. Ça, c'est un peu triste. Oui. Et oui, je pense qu'il faudrait fondamentalement que le Canadien de Montréal, que le prochain match à Montréal, que l'hymne national soit en français. Ça arrivera pas, mais il faut quand même dire que ça devrait se faire. Parce que c'est bien payant, oui, un anglophone qui a un billet de saison cher, mais c'est pas comme les droits de télé où t'as ces temps-ci presque 2 millions de Québécois qui écoutent les matchs de la série finale à TVA Sport. Là. Parce que ça, c'est payant pour l'organisation. Ben évidemment, puis c'est pour ça que c'est une équipe qui a été aussi mauvaise, aussi longtemps. C'est quand même quelque chose. Le Canadien, là, à un moment donné, c'était presque du niveau des Whalers d'Hartford. Absolument. Donc, alors quoi qu'il en soit, les gens, ils sont demeurés fidèles. Puis on se rappelle encore de Guy Lafleur, on se rappelle la Sainte Flanelle, on a tous nos personnages. Il y a des personnages, l'univers du hockey là-dessus, des personnages. Bon, Michel Bergeron est associé au Nordique, mais aujourd'hui il est associé à l'univers du Canadien. On a des personnages qui ont un amour par Régent Tremblay, qui ont une passion du Canadien, une passion, c'en est beau avoir une telle passion. Regardant cela, il faut comprendre que tout ça participe à un mouvement collectif qui fait que même quand l'équipe est dans le cave, comme on le disait autrefois, eh bien, elle réussit quand même à attirer la passion populaire. Bon, mais ça, à un moment donné, il faut pas toujours cracher sur ceux qui nous aiment. Et de ce point de vue, le Canadien devrait s'en souvenir. L'hymne national en français, ce serait une bonne manière de faire le clin d'œil. Merci, Mathieu. Bon, bonne fête du Canada. Je sais pas ce que tu fais pour ton 1er juillet, mais... C'est cela, oui. On se reparle vendredi. Salut. Les nausées associées à votre grossesse sont un obstacle à vos journées? Consultez les pharmaciens affiliés à Family Prix pour obtenir des conseils ou des médicaments avec ou sans ordonnance. Ils sont là pour vous aider. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Family Prix sont les seuls responsables de ces services offerts. Non, encore, mais ça va pas tarder. Et tu l'as pris pourquoi? J'ai pris le vaccin Danse. Le vaccin Danse? Trop bonne idée!
Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus. Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin COVID. Un message du gouvernement du Québec. L'an dernier, les cuisines solidaires ont distribué plus de 2 millions de repas partout au Québec. Mais aujourd'hui, une personne sur 7 dans votre collectivité souffre toujours d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la Tablée des chefs et moi, Stéphano Faita, on va mettre les bouchées doubles pour aider les cuisines solidaires à servir encore plus de repas. Et on a besoin de vous. Pour chaque dollar donné, un repas cuisiné par un chef sera servi à une personne qui a faim. Soutenez les cuisines solidaires sur tabledeschefs.org. Merci à notre partenaire Québecor. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. On rejoint tout de suite Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on va parler de Facebook ensemble. Une nouvelle assez intéressante dans les dernières heures. On apprend que Facebook met à l'essai depuis un certain temps, entre autres aux États-Unis, une espèce d'avertissement qui pop, pardonne-moi l'expression, sur les pages Facebook en demandant si vous vous inquiétez d'une personne de votre entourage qui est en train de se radicaliser ou qui est devenu un extrémiste carrément pour offrir du soutien à ces personnes-là. Oui, puis ensuite peut apparaître sur la page du radicalisé supposé, un autre truc qui va popper, pour reprendre l'expression. Et là, ça veut dire vous avez été exposé à du contenu extrémiste violent, ou du contenu extrémiste, sachez que des extrémistes cherchent à manipuler les douleurs, les émotions, tout ça, dans des objectifs qui ne sont pas louables, qui ne sont pas appréciables. Donc, autrement dit, Facebook, il y a deux choses là-dedans, est en train de tester aux États-Unis une modalité nouvelle qui va permettre de pratiquer la délation de ses amis Facebook, ou des gens qu'on croise sur Facebook, au nom de la lutte contre l'extrémisme. Et deuxième élément, eh bien, au-delà de la question de la délation, il va falloir savoir ce que c'est l'extrémisme en question qu'il s'agit de dénoncer. Parce que là, en tête, on se dit tous, OK, c'est Christchurch, parfait, on comprend c'est Christchurch, mais sachant que une bonne partie aujourd'hui, sachant que Donald Trump, on peut apprécier ou non Donald Trump, la question n'est pas là, mais sachant que l'ancien président des États-Unis a été banni de Facebook, est-ce que désormais un Trumpien ordinaire aux États-Unis, je rappelle qu'il y a eu 74 millions d'électeurs pour Trump, peut être présenté comme ayant été marqué par l'extrémisme? Est-ce qu'en Catalogne, autre exemple, on sait que l'État espagnol a réprimé violemment le référendum d'autodétermination catalan. Et on sait que du point de vue de Madrid, le nationalisme catalan est un nationalisme extrémiste. Est-ce qu'on va assister à une même logique de délation là-bas? Au Québec, le jour viendra, dans 5 ans, dans 10 ans, quand il y aura un référendum sur l'indépendance et que l'État fédéral verra dans ça du suprémacisme blanc, de l'extrémisme identitaire, est-ce qu'on va avoir une même logique? Est-ce qu'on se rend compte de cette logique de délation qui s'installe et qui participe à une censure plus large qui devrait, à mon avis, nous faire paniquer, pour le dire d'un terme modéré? Et parce que Mathieu, il faut dire, ce qui est de l'extrémisme, pour bien des gens, ça va varier, surtout que une société comme Facebook est mondiale. Donc là, si on accepte ça aux États-Unis, et là, tu déplaces le même système en Chine ou en Inde, par exemple, et particulièrement en Chine, ben là, qu'est-ce que le gouvernement ou la société voit comme de l'extrémisme? C'est peut-être ce que nous, on va voir comme étant complètement l'inverse. Donc là, effectivement, quelque chose d'assez dangereux. Ça va encore plus loin. Voir aujourd'hui en Europe. En Europe, il y a les mouvements qu'on dit populistes et qu'une partie des médias qualifie d'extrême droite, quelquefois de manière un peu abusive. Bon. Ces partis-là sont quelquefois les premiers partis dans leur pays. Quoi qu'on en pense, on peut apprécier, pas apprécier, être très critique, la question n'est pas là. Est-ce qu'on considère désormais que Facebook va s'autoriser à ce qu'on pratique la délation des gens qui représentent quelquefois 30% de l'électorat, 35% de l'électorat, qui peuvent représenter des gros segments électoraux? En Grande-Bretagne, le Brexit a été étiqueté par ses adversaires comme étant d'extrême droite. Eh bien, est-ce qu'on dit que ceux qui étaient les partisans du Brexit, dans cette logique, il faut désormais les surveiller, les dénoncer, entrer dans la logique de délation? Et c'est quoi la prochaine étape ensuite? C'est l'appel aux services policiers, l'appel au bannissement tout simplement de Facebook, la surveillance de ceux qui auront été dénoncés. Donc moi, je vois ça, et ces grandes plateformes qui ont porté pendant un temps une forme d'idéal presque libertaire, presque tout le monde libertarien, les deux termes sont pas interchangeables, mais dans les deux convenait d'une espèce d'espace public désenclavé, libéré, sous le signe de la liberté d'expression.
Aujourd'hui, ils cherchent à modeler l'opinion autorisée dans des sociétés où l'accusation d'extrémisme est une des plus couramment utilisées pour discréditer un adversaire. Ouais, parce qu'on s'entend que toi-même, je suppose que tu t'es un peu visé par ça dans la mesure où toi, je pense à Richard Martineau, des gens qui sont vus par certains Québécois comme l'extrême des extrêmes. Là. Il y a des gens qui vont vous cliquer sur le drapeau rouge là, en disant hey, mon oncle partageait un texte de Mathieu Bock-Côté, c'est un extrémiste. Et là, tu te dis, est-ce qu'à un moment donné, je vais me faire barrer ma page? Pour donner un exemple, c'est déjà arrivé. Hein. Pour avoir, je sais pas si tu te souviens, il y avait eu une page plutôt de Colombie-Britannique, une agence pour d'immigration, qui disait le Canada, il y a des qualités, c'est divers, c'est pluriel, c'est bien, puis il y a des défauts, il y a des francophones. Oui. J'avais fait un statut Facebook moqueur en disant faites-vous-en pas, le Canada est en train de régler la question francophone, ils vont finir par nous liquider d'une manière ou de l'autre, ça leur donnera quelques décennies seulement. Ça avait été dénoncé et puis j'avais été suspendu de ma page Facebook pendant un certain temps. Richard s'est déjà fait suspendre, puisque tu l'évoques, pour avoir rappelé avec quelque audace qu'un homme n'est pas une femme et qu'un homme rarement accouche, disons ça comme ça. Jemina Benhabib a été dans une situation semblable pour des propos sur la question de la laïcité. Bon, ça, alors qu'on soit en désaccord avec moi, j'ai aucun souci avec ça, on est en démocratie, qu'on soit en désaccord significatif, il n'y a pas de souci. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des minorités activistes, des minorités idéologiques, j'entends pas au sens ethnique ou sexuel, des minorités idéologiques, des lobbies, qui cherchent en fait à bannir de l'espace public leurs contradicteurs en les extrémisant, en les assimilant à l'extrémisme systématiquement et en prétendant en plus apparaître à la manière d'une parole autorisée, d'une parole experte pour définir ce qu'est l'extrémisme. Donc à partir de ce moment-là, on va voir les médias, on le voit avec Facebook, comme on le voit avec Twitter qui est sur la question de Trump et tout ça. L'enjeu désormais, c'est de restreindre le périmètre de l'espace public autorisé pour que seulement les opinions qui vont dans le sens du politiquement correct, disons ça comme ça, puissent s'exprimer sans risquer de se faire censurer. Moi, j'ai dit paniqué, je pense que terrorisé, parce qu'on sait que ça s'en va dans cette direction-là, et c'est une logique de censure et de délation, de confiscation de la parole publique, de bannissement du désaccord politique, et dans l'espace public mondialisé qu'est Facebook aujourd'hui. Mais est-ce que quand même dans la gestion, parce qu'on a vu avec les réseaux sociaux à quel point ça pouvait être mal utilisé par certains, que ça pouvait carrément causer des épidémies de fausses nouvelles, est-ce que c'est juste des mauvaises réponses dans la mesure où Facebook fait absolument rien, on va dire oui mais ça n'a pas de bon sens, Facebook si on va décider de sévir à certains endroits, ça n'a pas de bon sens, c'est pas à eux d'être la police du bon goût de ce qui est acceptable. Est-ce qu'il y a vraiment une ligne qui est acceptable là-dedans, mais est-ce qu'on peut juste rien faire que ce soit la loi de la jungle? Moi, je suis très libéral sur ça. C'est-à-dire, moi, je pense qu'en ces matières, je préfère l'autorégulation qu'une régulation par des autorités qui, très rapidement, sont dans la logique de la censure. Cela dit, je donne un exemple de la dernière année et demie. La question de l'origine du virus. Au début, qui suggérait, puis moi, en ces matières, je précise, moi, je crois à ce que les autorités disent, j'ai aucune opinion là-dessus, j'en ai aucune. Mais les autorités ont d'abord dit, la possibilité que ça vienne d'un laboratoire, c'est complètement fou, c'est du complotisme. Donc là, tout le monde a dit complotiste, conspirationniste, et sur Facebook, on partageait plus les articles qui évoquaient l'hypothèse ou la possibilité que ça vienne d'un laboratoire. Là, Biden s'empare de l'hypothèse. Elle redevient légitime, on ne censure plus les articles. Et pendant un an et quelques, on a accusé ceux qui portaient cette hypothèse-là des conspirationnistes, des porteurs de fausses nouvelles. Bon, ça commence. Moi, à un moment donné, ces exemples-là sont suffisamment nombreux pour que je dise, calmez-vous les enfants. Je veux dire, Facebook doit permettre la diffusion des contenus. Évidemment, s'il y a un appel au meurtre, des trucs comme ça va de soi. Ça va de soi qu'il faut bannir ça. Mais l'appel au meurtre doit être banni partout. L'appel à la violence, évidemment. Mais c'est pas de ça dont on parle en ce moment. Ce dont on parle en ce moment, c'est bannir le désaccord politique. Je reviens sur Trump. Nul besoin d'apprécier Donald Trump. Et je ne l'apprécie pas davantage que d'autres. Nul besoin de l'apprécier pour constater que quand dans un pays, on se permet de bannir de l'espace public, un homme qui, jusqu'à il y a quelques mois encore, était président des États-Unis, a rassemblé 74 millions d'Américains sur son nom, à cause d'une bande de fous furieux, il n'y a pas de doute là-dessus, qui ont cherché à jouer à l'insurrection du Capitole. Qu'on le veuille ou non, l'immense majorité des Trumpistes n'étaient pas des insurgés du Capitole. Il faut quand même rappeler ça. C'est le simple bon sens. Donc, décider de bannir de l'espace public
le contradicteur, aussi désagréable soit-il, aussi détestable soit-il, je prends la peine de le dire, eh bien, c'est une logique autoritaire. Et moi, voyant cela, eh bien, je vois que les cas vont se multiplier. Les cas vont se multiplier, et dans les démocraties occidentales, le résultat de cette affaire-là, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, ça va être une manière de mener la guerre, tout simplement, aux contradicteurs du régime. En France, on va le voir. En France, on va le voir. Si on décide d'appliquer cette logique-là, où on abuse du terme d'extrême droite, ça en est fascinant en France, quand on abuse de ce terme-là. Mais quel va être le résultat? C'est quand même fascinant. Est-ce qu'on va se retrouver avec, en France, un bannissement d'une partie du discours public? Alors, voilà pourquoi donc, je pense que ça, une position de prudence libérale, de refus de la censure, et plus encore du refus de la délation. La damnée délation, qui est quand même pas un des plus beaux traits de l'esprit humain. Je pense qu'on doit avoir une très grande prudence par rapport à ça. Est-ce que, Mathieu, quand même, moi, je me demande quel sera le frein au populisme, à la démagogie au niveau des politiciens, là, pour pas que ce soit le chemin toujours le plus facile pour être élu, d'utiliser tout ça, de mentir, d'inventer à peu près n'importe quoi, parce qu'il y a plus ce filtre de médias, de journalistes, quoi qu'imparfait, mais qui vont dire, ben ça a aucun bon sens ce qu'il vient de raconter, c'est une pure fausseté, sachant qu'il n'y a pas de filtre sur les réseaux sociaux, que les gens sont moins bien informés. Quel va être ce frein-là à la démagogie et au populisme pour nos politiciens futurs? Mais ta question est intéressante parce qu'elle porte 2 termes là-dessus. Démagogie et populisme. La démagogie, on sait, c'est l'excitation des foules. Le populisme, aujourd'hui, c'est un terme plus ambigu. Il est utilisé pour disqualifier des courants de pensée qui, globalement, vont dire, défense de l'État-nation, critique du multiculturalisme, critique de l'immigration massive, on peut être d'accord ou non. Mais le mot populisme est utilisé aussi aujourd'hui pour disqualifier des courants qui ne sont pas, qui rentrent pas dans la case de l'extrême droite. François Legault, faut pas l'oublier, a été qualifié de populiste quand il s'est fait élire. La loi 21 a été qualifiée de populiste. C'est vrai, être collé souvent sur les préoccupations de la population, c'est vu comme du populisme. Moi, je te parlais d'une version où on dit, en gros, tout ce que les gens veulent entendre, que ce soit vrai ou pas, là. C'est ma version du populisme. OK, mais ça, je t'entends très bien, mais le fait est que le mot n'est plus utilisé dans ce sens-là dans la vie politique contemporaine. Il est utilisé pour disqualifier globalement ceux qui sont pas d'accord avec, comme je te dis, le multiculturalisme et compagnie. L'an dernier, les cuisines solidaires ont distribué plus de 2 millions de repas partout au Québec. Mais aujourd'hui, 1 personne sur 7 dans votre collectivité souffre toujours d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la Tablée des chefs et moi, Stéphano Faita, on va mettre les bouchées doubles pour aider les cuisines solidaires à servir encore plus de repas. Et on a besoin de vous. Pour chaque dollar donné, un repas cuisiné par un chef sera servi à une personne qui a faim. Soutenez les cuisines solidaires sur tabledeschefs.org. Merci à notre partenaire Québécois.